Bonjour et bienvenue sur l'internaute.com. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Daniel Riolo. Bonjour. Bonjour. Alors, Daniel Riolo, connu pour ses interventions notamment sur RMC dans l'Afterfoot avec Gilbert Bribois, Mhm. et auteur du livre qui est sorti il y a quelques semaines, Racaille Football Club. Alors, on va décrypter un peu ce livre avec les questions des internautes que nous allons relayer en compagnie de Fabien. Bonjour Fabien. Bonjour. Et on va commencer tout de suite avec Redondo qui vous interroge. Alors, C'est forcément une belle question. beaucoup d'internautes Parce que Redondo s'interrogent. était un tel beau joueur que la question va être belle. C'est un beau pseudo, effectivement. Ouais. Alors, Redondo vous demande pourquoi ce titre avec le mot racaille. Est-ce que vous cherchez à dénoncer ce terme ou est-ce que vous pensez qu'il correspond bien aujourd'hui au foot français d'aujourd'hui? Enfin, il y a deux questions en fait dans sa question. Pourquoi très simplement parce que c'était le terme qui était le plus employé par les gens qui regardaient l'équipe de France sur ces dernières années. Donc c'est pas un terme que moi j'invente, c'est celui que moi j'entends. C'est celui que j'entends le plus, à part dans la bouche des gens, Ouais. supporters, des gens qui suivent l'équipe de France, face à la déception qu'ils avaient en regardant l'équipe de France. Le mot qui revenait le plus souvent, c'était celui-là. Et puis, c'est également une référence à la phrase de Sarkozy en 2005. C'est le sous-entendu de Bachelot devant l'Assemblée lorsqu'elle revient de Naïsna en 2010. Donc le mot, en fait, le mot s'imposait de lui-même, quoi, pour parler du foot en France. Et après, en revanche, si j'ai mis Football Club, c'était justement une façon de dire il n'y a pas que ces jeunes-là qui sont sous-entendus, parce qu'on sait bien de quoi ça parle, il faut pas se cacher. Racaille, généralement, quand on parle de racaille, on parle de jeunes de banlieue qui foutent le bordel. Mais moi, je voulais aller plus loin, et ce que je voulais montrer dans le livre, c'est est-ce que il y a racaille en short, mais est-ce qu'il n'y a pas racaille en col blanc? Est-ce que finalement Sarkozy, quand il dit ça, ne se comporte pas lui aussi en racaille? Est-ce que les formateurs, les dirigeants, les sélectionneurs n'ont pas eu des comportements également limites? Parfois, c'est toute l'histoire que je raconte dans le livre, quoi. Dans ce football club, elles sont beaucoup, elles ne sont pas seulement là où on pense, les racailles. Voilà. GH, Sur racaille, à la base, c'est quand même un terme, un mec qui se comporte pas bien, peu importe d'où il vient. Voilà, un voyou, quoi. Voilà. Grosso modo, le terme, le synonyme le plus souvent vu pour racaille, c'est le voyou, c'est le mec en marge de la société. Celui qui se comporte pas bien, quoi, on va dire. On va y venir, de toute façon. On va creuser. Voilà. GH justement souligne que vous avez repris la formule de M. Sarkozy. Et il vous demande est-ce que c'est pour vendre ou alors justement est-ce que c'est. Mais non, mais je vois pas. Moi, je trouvais que moi j'aimais beaucoup ce titre. J'ai souvent dit que j'avais envie de ce titre-là avant même de savoir où j'allais, parce que même quand j'ai commencé le livre, au fur et à mesure de l'enquête, des discussions, de ce débat que je menais, parce que j'avais l'impression à chaque fois de faire un débat avec les gens que je rencontrais, que je discutais, je ramenais les conversations. Moi, j'avais l'impression de découvrir des choses à chaque fois. Donc entre mon idée de départ, qui était peut-être assez dure, effectivement, sur le terme Racaille Football Club, et ce à quoi j'arrive au final, d'ailleurs c'est même un reproche qu'on m'a fait, mais moi je le prends plus comme un compliment, c'est de ne pas avoir de thèse véritable, quoi. J'enfonce pas le clou dans le livre, je dis pas ma thèse c'est celle-là, ça se termine plutôt en pas mal de questions, en observations, donc on peut pas me dire ouais t'as choisi ce terme-là pour provoquer certainement, mais provoquer dans le sens où je veux poser des questions. Et ça, je l'assume complètement. J'ai aucun problème avec l'idée de provoquer ou voire de susciter le scandale si c'est pour que ça permette de discuter et de créer un débat. Moi, ça, je l'assume complètement. Mais je sais pas, on achète un bouquin parce que le titre est accrocheur, j'en sais rien. En tout cas, Moi, je m'en fous, je je me pose pas ce genre de questions. Il y a beaucoup de réactions, des gens qui se disent, un terme Sarkozy, tout pareil du football, c'est un peu Non, limite. mais ça, y a pas de problème, puisque je l'ai expliqué. Mais non, mais c'est là où on se trompe. C'est pas un terme. Sarkozy est le premier, en gros, à le balancer dans l'espace public. Donc ça a du sens. Le terme est connoté, c'est ça que... Exactement, mais ça, je l'assume complètement. Et donc, moi, mon livre, c'est, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, est-ce
est-ce que les racailles sont uniquement là où on le pense? Est-ce qu'il ne faut pas chercher ailleurs? Je ne vais pas le répéter 1000 fois. Après, moi, je l'assume, mais complètement. Il faut être faux cul pour ne pas savoir de quoi on parle quand on parle d'une racaille. Quand elle dit Caïd immature, elle parle de quoi? Quand on pense aux événements du Trocadéro, le soir de la fête du titre du PSG, on parle de quoi? Voilà, c'est juste qu'à un moment, il faut arrêter de se mentir, il faut dire les choses, c'est tout, quoi. Voilà. Mais après, dans mon livre, il me semble que je vais un petit peu plus loin que simplement me focaliser sur des jeunes qui foutraient le bordel, quoi. Je pense que ça va bien au-delà, quoi. Et Mathéo, donc, vous demande dans quel but avez-vous écrit ce livre? Alors, est-ce que c'est pas un petit peu plus large, c'est-à-dire analyser finalement les mots du football français en général? Dans quel but? C'est un tableau de ce qu'est le foot français aujourd'hui. C'est tout simplement ça. J'ai voulu raconter l'histoire. Grosso modo, le point de départ, c'est quoi? C'est à la fin de l'Euro 2012, ce sondage dans le JDD, 20% des gens soutiennent encore l'équipe de France. Moi, je ne sais pas si on se rend compte, quoi. 20% des gens. L'équipe de France, normalement, tout le monde est derrière dans tous les pays. Ça fait des scores d'audience de dingue. Et là, d'un coup, les gens ne veulent plus de cette équipe de France. On est au-delà du désamour, on est à la rupture. Après, il suffit d'aller voir un peu les enquêtes qui sont faites par des instituts sérieux. Que disent ces enquêtes? Il y a des joueurs qu'elles ne veulent plus voir. Pourquoi elles ne veulent plus voir certains joueurs? Elles sont faciles à comprendre, les enquêtes. Donc après, il ne faut pas se voiler la face. Alors pourquoi je veux le faire? Je constate ce désamour. Et je me dis, en 98, tout le pays est derrière l'équipe de France. Tout le monde adore cette équipe de France. Et en 12 ans, on est passé d'un amour à un divorce. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis moi, bon, quand même, ça faisait pas mal d'années que j'observais les choses. Je suis dans le foot depuis longtemps. Puis moi, j'avais déjà quand même pas mal d'idées, pas mal de thèses. Je voyais l'évolution du foot, je voyais qui pratiquait le football, ce qu'on laissait faire à certaines personnes, la façon dont les institutions ne répondaient pas aux attentes, où elles avaient l'air complètement décalées. Et puis je voyais tout simplement ce qui se passait en France, quoi. Et donc je me suis dit, raconte, décrypte toute cette histoire, déroule le fil de tout ça pour arriver à comprendre d'où vient ce désamour, quoi. Rulio, sur l'évolution du foot, vous dites que le football est ghettoisé. Ouais. Il a dû lire votre livre. Et vous demande qu'est-ce que ça veut dire finalement quand on dit que le football est ghettoisé? Il est ghettoisé dans le sens où une certaine catégorie sociologique joue au foot aujourd'hui. C'est des gens à 75-80%, c'est difficile d'être précis, mais enfin c'est dans ces eaux-là, quoi, clairement, qui viennent de banlieues, de quartiers défavorisés. Les joueurs viennent du même endroit, ça conduit à une uniformité de pensée, une uniformité dans la personnalité du joueur de foot aujourd'hui, quoi. Il est issu des mêmes milieux sociaux. C'est ça, la ghettoisation, c'est être issu du même milieu social. C'est comme une sorte de communauté. Ça fait référence à ce qu'on appelait les ghettos aux États-Unis. En NBA, ils ont, le basket a également été ghettoisé. En France, il y a ce risque-là est évoqué dans mon livre par Jamel Sanjak, qui a été président du district 93. Et qui est président de la Ligue de Paris maintenant, et qui aspire à être, je pense, président de la 3F un jour, ce que je lui souhaite, parce que j'aime bien Jamel Sanjak et ce qu'il fait. Lui, il lutte contre le communautarisme dans le foot. Il fait attention à ça, et c'est lui qui m'a alerté, c'est lui qui m'a donné un peu ces chiffres-là, c'est lui qui m'a dit oui, on redoute la ghettoisation du football à l'image de ce qui s'est fait au basket, il a peur de ça, c'est lui qui m'avait dit effectivement le jeune français des middle class, le jeune français blanc a du mal à venir au foot aujourd'hui, pour lui c'est un vrai souci. Et lui me dit aujourd'hui la majorité des joueurs de foot viennent de banlieue de Paris, Lyon, Marseille. Et il me dit en rigolant, je les connais presque tous parce que ceux qui viennent de Paris viennent du 9-3. Donc grosso modo, c'est moi qui les ai vus grandir. Voilà, mais c'est une réalité ça. À la limite, il n'y a pas de mal à évoquer ce chiffre-là. C'est juste une réalité. Après, c'est l'étude de cette réalité. Et moi, je fais des constats, je pose des questions. Je vais voir les gens avec mes questions, c'est tout. Et là-dessus, est-ce que vous avez un jugement de valeur? Est-ce que vous estimez que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Pas du tout. Est-ce qu'il faut lutter contre ça ou au contraire généralement, la ghettoisation, oui, ça peut avoir des aspects négatifs. C'est justement le repli sur soi, le manque d'ouverture, le fait qu'on crée des clans. Oui, ça peut être un problème, mais visiblement ça l'a été dans le foot. Et c'est évoqué, c'est pas évoqué par moi, c'est évoqué par les gens qui travaillent dans le foot. Parce que moi, je ne suis qu'un spectateur, un observateur du foot. Je pense que j'ai un avis et une opinion plus avisée que les autres parce que c'est mon métier. Mais ce sont les présidents, les gens de la Ligue, de la Fédé qui se retrouvent avec ces questions-là à résoudre. C'est pas moi. Moi, je les pose, les questions.
Alors, Ahmed soulève une autre question. Donc, il parle du désamour des supporters pour l'équipe de France. Est-ce que ce n'est pas seulement lié aux mauvais résultats depuis de nombreuses années, tout simplement? Là, il nous dit que les résultats reviennent un peu et on a l'impression que tout va mieux. Ribéry est à nouveau applaudi, par exemple. Alors, est-ce que c'est seulement une crise de résultats ou c'est plus profond que ça? Je ne crois pas. Je pense que les résultats... Parce que tout allait bien, en gros, en 98-2000, personne ne se posait la question de savoir... Et si déjà certaines personnes se posaient des questions, j'ai retrouvé des articles très intéressants d'ailleurs de gens qui disaient... L'opinion générale, on va dire, était... L'opinion générale, on était à 90%, 95% de l'extase et du tout va bien en France. La fameuse génération... parce que le problème c'est ça, c'est l'histoire qu'on nous raconte avec Black Blamber. Pourquoi à ce moment-là, on choisit ce terme-là, marketing, pourquoi Jacques Chirac, le 14 juillet, tient ce discours sur l'intégration, alors que tout ça est faux. Il n'y a pas à parler d'intégration à ce moment-là. Il y a un seul enfant d'immigré dans cette équipe. Pourquoi renvoyer chaque personne à sa couleur? Pourquoi à ce moment-là, on décide finalement de rompre un peu avec la tradition républicaine qui est que un Français est un Français en République. Là, d'un coup, on décide de renvoyer au concept de la diversité, de la communauté finalement. Black, blanc, on est soit black, on est beurre ou on est blanc. Pourquoi d'un coup, il fallait que chacun se sente renvoyé à sa couleur? Ça, pour moi, ça a été déjà le début du problème, quand on a déjà commencé par cette formule à stigmatiser. C'est comme quoi, dans une équipe, il fallait qu'il y ait des blacks, des beurs et des blancs pour que ça marche. Pourquoi? Voilà. Moi, je suis contre cette idée-là. Si on est en République, on est tous pareils, et peu importe si on est immigré ou français depuis plusieurs générations. Alors que là, d'un coup, on a commencé à insister, chacun se regarde, tiens, toi, t'es de cette couleur, toi, t'es de cette couleur, tiens, Zidane, c'est un rebeu, Thuram, c'est un black, machin. Donc, on a l'impression on parlait de couleur, comme s'il fallait un patchwork et tout. C'est là qu'on a commencé à introduire et qu'on a braqué les communautés des zones contre les autres. Mais à l'époque, en 98, c'était plutôt une fierté. C'était plutôt quelque chose qu'on considérait comme positif. Oui, mais qu'on mettait en avant. Mais pourquoi on n'a pas fait la promotion de la République plutôt que de faire la promotion de la diversité? Pour moi, c'est la question centrale. Alors, on a justement pourquoi on n'a pas parlé de français à 100% plutôt que d'aller parler d'intégration? Et pourquoi il a fallu parler de couleur de peau alors qu'il suffisait juste de dire c'est l'équipe de France qui a gagné? C'est l'équipe de France, de la République française qui a gagné. Pourquoi il a fallu d'un coup que la France devienne un modèle pour le monde entier? Alors que visiblement, c'est pas exactement ça qui se passait, puisque 3 ans après, d'un coup, on s'aperçoit lors d'un France-Algérie que tout un stade siffle la Marseillaise. Et que d'un coup, les politiques sont très surpris. Ah ben tiens, que se passe-t-il? Il y a 3 ans, vous ne nous avez pas dit ça. Ah putain, il y a peut-être un problème dans les banlieues françaises, où les gens ne se sentent pas complètement français, où il y a un problème avec l'histoire que vous nous avez racontée, où il s'est passé des choses pas très bien, il y a un sentiment, ces jeunes-là se sentent rejetés par la France. Ah bon, tiens, on le découvre ça? On découvre ces choses-là maintenant? Enfin voilà, j'ai l'impression que tout le monde est tombé de la lune à ce moment-là. Ah puis tiens, Le Pen est au 2e tour? Bah merde, comment c'est possible ça? Je ne sais pas dans quel monde vivaient les politiques entre l'histoire qu'ils nous ont racontée et ce qui se passe 3 ans après. Ça fait beaucoup moi, je n'étais pas dans la politique et j'ai limite pas été surpris de ce qui s'est passé, quoi. Donc c'est quand même un peu étonnant. On a justement beaucoup de réactions là-dessus, sur les gens qui ne comprennent pas, le désamour, mais aussi le passage de France 98 à aujourd'hui, la diversité qui avant était plutôt glorifiée, et aujourd'hui, désamour total. Alors il y a un chapitre qui a beaucoup fait réagir les internautes, c'est le chapitre sur l'islam dans l'équipe. Il y a une question de Milo qui vous dit, vous parlez de la montée de l'islam dans le foot. Alors pourquoi est-ce que vous soulevez cette question, nous dit-il? Première question. Et ensuite il me dit, est-ce que pour vous c'est un problème? D'abord je soulève cette question parce que plein de gens m'en parlaient dans les clubs et ils me disaient que c'était en fait une nouvelle donnée qu'il fallait gérer pour des choses très simples, hein, pour les repas, pour les déplacements, pour les séparations que ça introduisait dans un vestiaire entre ceux qui pratiquaient une religion, alors que pendant longtemps, on va dire, il n'y avait pas vraiment de religion affirmée dans les vestiaires. À partir du moment où il y a de la religion, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire, il y a des codes à suivre, il y a une perception par les autres, tout ça. Pourquoi j'en parle aussi? Parce qu'à partir du moment où cette religion monte dans le vestiaire ou qu'elle apparaît même en équipe de France, la question qu'il faut se poser, c'est comment c'est perçu par le public, pas par moi. Parce que moi, finalement, on se fout après tout de ce que je pense dans le livre. Mais dans ce désamour, est-ce qu'il n'y a pas une partie du public français
qui rejette ou qui peut rejeter certains éléments parce qu'ils sont musulmans. C'est encore une fois, moi je me fous de savoir ce que moi je pense. Moi j'en ai rien à faire, moi après tout. Chacun pratique la religion qu'il a envie de pratiquer. Mais quand j'essaye d'analyser les sources du problème de ce désamour. S'il y a un sondage très sérieux de l'IFOP, de Sciences Po, publié dans Le Monde en novembre, qui dit que 74% des Français, qu'ils soient de droite ou de gauche, ont un problème avec la religion musulmane. Est-ce que d'après vous, ça va se retrouver dans l'appréciation que va avoir le public français par rapport à l'équipe de France, si 2 ou 3 joueurs font la prière? Je sais pas, je vous pose la question. Est-ce que d'après vous, c'est une question qu'on doit se poser? Est-ce que dans ce désamour, il peut y avoir une partie, un petit élément des gens que ça va faire chier? Si 75%, voilà. Après moi je dis pas qu'ils ont raison, loin de là. J'essaye d'analyser le pourquoi de cette chose qui évolue dans la société française. Et ça c'est visiblement quelque chose qui touche les gens. Je ne dis pas qu'ils ont raison ou qu'ils n'ont pas tort. Moi, j'analyse tous les problèmes. Alors, aujourd'hui, après, donc moi, la question que je me pose, c'est ok, c'est une religion qui monte dans les vestiaires, et alors? C'est la question, la deuxième partie de votre question. Et alors? Est-ce que ça pose problème? Voilà. Globalement, tout le monde a envie qu'il n'y en ait pas, des problèmes. Dans certains vestiaires, ça a pu en poser parce que des clans se créaient. Certains acceptaient les codes, d'autres non. Et en fait, plus qu'un problème, c'est juste, et à la limite, c'est presque quelque chose qu'on peut retrouver dans la société française tout entière, c'est que je pense que la France est à un tournant de son histoire et qu'elle doit peut-être se regarder dans une glace, cette France, et qu'elle doit se dire peut-être qu'on a évolué vers justement une société multiculturelle et que soit on l'admet, soit on ne l'admet pas. Les politiques ne veulent pas l'admettre, que ce soit de droite ou de gauche. Moi, j'en sais rien. Je ne sais pas. J'avais des idées très arrêtées là-dessus, vraiment, en démarrant le livre. C'est-à-dire ? Oh, bah, moi, j'étais laïcité à fond. Justement, est-ce qu'il ne faut pas introduire un peu de laïcité dans cette équipe? En considérant que c'est une institution. Non, le problème, c'est qu'à un moment, je fais référence à certains moments où, en équipe de France, certains ont voulu introduire le halal et pour tout le monde. Ça, pour le coup, on a le droit quand même de trouver ça un petit peu choquant qu'en équipe de France, on l'impose même à ceux qui ne sont pas musulmans. On n'avait plus le choix, en fait. Voilà. Après, Laurent Blanc a cassé ça, Domenech avait introduit ça, donc c'est quand même que c'est une nouvelle donnée en équipe de France et à travers l'équipe de France dans le pays tout entier. C'est juste qu'il faut s'adapter à un nouveau moment de l'histoire de ce pays. Qu'est-ce qu'on fait avec cette montée de la religion et comment on s'adapte? Ça ne veut pas dire qu'on rejette, absolument pas. C'est juste que c'est des nouvelles questions qui se posent. Alors il y a des vestiaires, j'évoque des vestiaires où ça a posé des problèmes. Vous citez des joueurs, sans dire leur nom, vous évoquez les témoignages des joueurs. C'était impossible parce que les mecs, dès qu'ils en parlaient, immédiatement, ah non, surtout je parle pas de ça parce que sinon on va dire que je suis facho. Mais oui, c'est un problème pour nous parce que les mecs, ils nous imposent, ils viennent nous voir, ils disent ouais, il faut que tu te douches en short comme nous ou ce genre de choses-là. Bon, voilà, ça existe aussi, ça. Voilà, c'est tout. Moi, je raconte l'histoire, quoi. Je raconte l'histoire. Je pense pas poser trop de jugement de valeur là-dessus, quoi. Je raconte des anecdotes, il y a beaucoup de témoignages. Voilà, après chacun étudiera le truc et verra ce qu'il en pense, quoi. Non, mais c'est vrai que moi, ça m'a servi un peu. J'ai fait une sorte d'introspection par rapport à pas mal de choses que je pensais, ne serait-ce que sur la laïcité. Je me suis intéressé à ce qui se faisait au Québec, là, sur les arrangements raisonnables, où eux, ils sont pas dans une laïcité qui, chez nous en France, est parfois peut-être un petit peu rigide, un peu extrême. Notre conception. Moi, je l'étais aussi, quoi. Religion à out et tout. Neutralité dans les instances voilà, est-ce qu'il faut être choqué qu'un mec prie pas forcément, mais je pense en revanche que le public français, quand tu vois Ribéry ou Benzema prier, je pense qu'une grande partie du public doit, quand il les voit pas chanter la Marseillaise et prier derrière, je pense pas que je révèle quelque chose d'extraordinaire en disant qu'une grande partie du public français est choqué par ça. Voilà. Donc c'est peut-être de nouvelles habitudes. Peut-être qu'il faut simplement admettre et que ça soit pas choquant de dire qu'il y a 2, 3, 4 musulmans en équipe de France, que c'est simplement pas choquant. C'est pas choquant, c'est juste. Moi je pose la question, est-ce que ça explique pas une partie du désamour entre des gens? En fait, on est en France en ce moment entre plein de gens qui se cherchent. On est entre plein de gens qui
qui ne croient plus trop en la France, qui estiment avoir été rejetés à un moment par ce pays, donc qui sont dans la recherche d'une identité. Il y a une mythification de l'origine, de la religion, voire du bled, religion qui n'est pas forcément connue, parce que beaucoup de gens m'ont dit mais c'est plus une mode qu'un véritable acte de foi. Il y a plus des mecs qui se disent musulmans, mais qui en fait respectent rien, ils respectent autant leur trousse Vuitton que leur religion. C'est une transmission par l'oral où certains codes sont admis. En fait, ça se résume surtout à je mange halal, je dis que je suis musulman, mais en fait, ils comprennent pas véritablement ce que c'est que cette religion. Un comportement un peu de suiveur, finalement. Il y a beaucoup de suiveurs. Alors, ça va même jusqu'à un nombre de convertis qui est quand même assez étonnant, quoi. Dans le football, c'est vrai, c'est une sorte de mode, quoi. Un petit peu, voilà, dans le vestiaire. Est-ce que vous en parlez un petit peu avec les joueurs, le sentiment que peut rejeter. Avec les joueurs, on parle pas trop de ça. Vous avez vu des interviews où les mecs en parlent, où le journaliste pose une question aux joueurs et tout. C'est quelque chose qu'on veut pas aborder. Bah, je vais vous dire, moi dans le bouquin, je m'y suis intéressé, mais par exemple à l'antenne, si on a des joueurs, on n'en parle jamais de ce truc-là. Parce qu'après tout, c'est pas vraiment, ça doit pas vraiment être important. Moi, ça m'a intéressé quant à la perception du public. C'est tout. Et quant aux amalgames qui sont faits. C'est pour expliquer si une partie de ce désamour pouvait pas trouver sa racine là-dedans. Mais je ne dis pas que c'est un problème. D'accord. Alors, on a une question de Lila qui saute un petit peu sur notre sujet, mais je suis vachement surpris que ça intéresse autant les gens, ce chapitre-là, alors que c'est un seul chapitre et qu'il y a énormément de choses dans le livre et qu'on s'arrête à ça. Et finalement, dans ce chapitre... Alors, sur autre chose, on fait beaucoup de reproches aux footballeurs. Beaucoup. Lila nous dit, est-ce qu'on n'en fait pas trop? Est-ce qu'on les critique pas trop? Et pourquoi est-ce qu'ils devraient être exemplaires? Pourquoi est-ce que dès qu'on porte un maillot de l'équipe de France, on devrait être plus exemplaire que tout autre citoyen? Non, mais moi je dis pas que les mecs doivent être plus exemplaires, pas du tout. D'abord, encore une fois. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup en tout cas. Non, mais alors d'abord, les gens qui ont lu le livre noteront que je tape autant dans mon Racaille Football Club, autant sur les joueurs que sur les dirigeants, que sur les mecs qui ont dirigé la 3F, que sur les formateurs à Clairefontaine, sur les politiques. Très franchement, les joueurs, à la limite, je trouve parfois s'en sortent pas grandis, mais au fur et à mesure, pareil, j'étais parti moi dans l'idée d'être assez dur avec les joueurs. Je trouve qu'au fur et à mesure, j'ai plutôt été indulgent, quoi, même dans le chapitre 4 où je décris leur comportement, où je m'aperçois que c'est des mecs qui sont assez lucides sur le système dans lequel ils vivent, où ils sont les pions d'un système qui les dépasse, quoi, entre les agents, l'argent qu'il y a autour d'eux, les dirigeants qui leur disent je t'aime et puis je t'aime plus parce qu'il faut que je te vende, ou je te fais signer un contrat pro parce que j'ai peur qu'un autre te prenne et après je sois ridicule parce que c'est l'autre qui t'a pris, c'est pas moi qui t'ai fait signer. Je trouve qu'à la longue, votre internaute dit que je tape. Non, s'il a lu le livre, je pense vraiment que je suis à la limite plus sévère avec le système dans lequel ils sont englobés qu'avec eux. Maintenant, sur l'histoire de l'exemplarité, ce que je rappelle souvent, c'est que quand même en 98, il y a plein de gens et d'intellos, notamment de bords politiques de gauche, qui ont voulu justement en faire des exemples, à nous dire que le foot, ça devenait un élément prépondérant dans la diplomatie d'un pays, que c'était des mecs, limite on les faisait passer pour les exemples nationaux, et puis qui justement après, quand ils déconnent, veulent qu'on soit totalement indulgent. Et moi, quand même, l'un des combats vraiment que j'ai vraiment voulu poursuivre dans ce livre, c'est que la vision politique, c'est pour moi ce qui fait le plus mal à l'analyse qu'on a dans le foot. C'est que t'es de gauche, tu dois être indulgent, t'es de droite, il faut leur taper dessus. Et ça, moi, ça m'emmerde. Je vois pas pourquoi on pourrait pas dire que ces mecs-là ont eu un comportement de merde en 2010 ou en 2012 et que souvent ils ont des comportements de merde. Mais c'est ce que se dit la plupart des supporters quand ils se plaignent de leur je foutisme, de leur individualisme forcené. Moi, ça, je l'explique en disant qu'ils ne sont pas les seuls responsables de cette attitude-là. Je le dis clairement. Mais les gens se plaignent de ça. C'est pas moi qui me plains de ça. C'est le public qui se plaint de ça aussi. On en parle tous les soirs, nous, dans l'after. On le voit bien, les gens appellent, les supporters en ont marre de l'attitude des footeux en général. Donc, qu'on vienne pas me dire que je suis trop dur avec les joueurs. Et après, pour en revenir à cette vision politique qui, moi, me dérange, c'est qu'on est enfermé dans des chapelles et qu'on n'arrive pas à en sortir. On ne peut pas sortir de ça, on ne peut pas sortir de ces visions-là. En gros, t'es de gauche, t'as pas le droit de dire qu'ils ont un comportement de merde. Et t'es forcément un facho si tu dis qu'ils ont un comportement de merde. Mais on ne s'en sort pas, quoi.
On s'en sort pas. Et si j'aborde le sujet de l'islam, c'est forcément qu'on est un horrible facho si on fait ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et on ne peut pas poser de questions, on est forcément catalogué. Mais moi non. En plus, sur ces sujets, j'ai pas mal d'incohérences et je les assume à 100%, quoi. J'assume même certaines contradictions à 100% là-dessus. Je lui dis, j'étais parti au début de l'enquête 100% laïque et tout, puis à l'arrivée, en lisant plein de trucs là-dessus, je me dis, ouais, est-ce qu'on en fait peut-être pas trop là-dessus? Est-ce que finalement, le problème de la société française ou de la politique française, c'est de ne pas avoir affirmé haut et fort son identité, justement son héritage judéo-chrétien, hein, et que ça aurait permis justement de mieux accueillir les autres religions? Peut-être, je sais rien, j'ai eu plein de réflexions politiques, j'ai rencontré plein de gens là-dessus, et j'ai revu en tout cas plein de ce que je pensais être des certitudes, quoi, sur comment va la France aujourd'hui, quoi. Et qu'en tout cas, le jusqu'au boutisme et les idées extrêmes qu'on voit entre l'universalisme républicain, ceux qui veulent une société multiculturelle, enfin tous ceux qui sont les intégristes de la laïcité, je me demande si il n'y a pas un pas que tout le monde doit faire pour réinventer une France aujourd'hui, parce que ce que je vois, c'est que plus personne se parle et qu'on est enfermé, et que les amalgames, les stigmatisations, elles sont de plus en plus nombreuses, Mais elles étaient... je raconte cette histoire 3 jours après le France-Algérie 2001, chez Ardisson, qui était l'émission que tout le monde regardait, c'était la messe, quoi, Ardisson, quoi. Il doit y avoir ce soir-là un ministre de gauche, ça doit être Jean Glavany, il doit y avoir une chanteuse, que je ne connaissais pas, là, Chirel, il doit y avoir Elie Semoun et Jamel Bourras qui est invité à parler de France-Algérie, la Marseillaise qui est sifflée. Jamel Bourras, champion olympique de judo. Voilà, ils sont tous là autour de la table et tout, donc on demande à Jamel Bourras, qui est un des premiers à avoir dit je dédie ma médaille aux musulmans. D'abord, Jamel Sanjak l'avait repris de voler, il dit qu'est-ce que tu nous emmerdes, tu te rends pas compte, tu crées avec ça, c'est horrible les regards que tu vas attirer sur nous. Il lui reprochait de ne pas s'adresser à toute la France. À toute la France, voilà. Alors, ce qui est un reproche absolument logique de Jamel Sanjak, je suis absolument d'accord avec lui. Et là, il commence à débriefer France-Algérie, machin, Jamel Bourras en parle. Et je vous jure, il n'y a pas une transition, il n'y a rien. Ça démarre avec les 3 autres, une fois que Bourras a parlé 5 minutes, les 3 autres sont là. Sur quoi ça dérape? Attentat du 11 septembre, conflit israélo-palestinien, et je ne sais plus quel autre thème. On revient aux amalgames dont on parlait tout à l'heure. Putain. Et là, je me dis, mais déjà, dès 2001, on n'avance pas, quoi. Dès 2001, voilà, c'est ça. Et après, les mecs me demandent, mais pourquoi tu parles du chapitre de l'islam? C'est un vrai sujet. Ouais, quand même, quoi. C'est un sujet qui dépasse le football, en fait, tout simplement. Et c'est pas en évitant d'en parler ou en braquant chacun les gens les uns contre les autres qu'on va avancer, quoi. Alors, on va avancer, nous, justement, aussi, sur le débat. On a plusieurs questions qui nous parlent des joueurs de l'équipe de France, notamment Chris, qui vous demande que pensez-vous du retour de Nasri, Samir Nasri en équipe de France, qui a été rappelé par Didier Deschamps la semaine dernière. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou que l'on ne comprendra jamais rien en France à ce niveau-là? Alors déjà, s'il dit ça à la fin de sa question, c'est que déjà, je crois qu'il aurait aimé que Nasri ne revienne pas. Ouais. Bah, moi, ça me gêne, ouais. Ça me gêne parce que d'abord, il ne s'agit pas de 2e chance pour lui, mais il s'agit de 3e chance, parce qu'en 2008, il avait déjà déconné bien comme il faut. Thuram avait alerté Domenech à ce moment-là. Raymond Domenech l'avait raconté dans son livre. Exactement. Thuram l'avait alerté en fin de compétition en disant qu'il y avait des éléments perturbateurs dans le groupe, donc, dont Samir Nasri. Dès 2010, après la Coupe du Monde, moi j'avais pensé que... il fallait bannir tous les mecs qui y étaient, reconstruire une nouvelle histoire, une nouvelle aventure. Tout le monde me disait que j'avais tort. Je crois que j'ai pas eu tant tort que ça, puisque 2 ans après, ça s'est mal passé et les résultats de l'équipe de France ne se sont pas du tout améliorés. Laurent Blanc a cru que lui, parce qu'il était Laurent Blanc, réussirait à canaliser tout le monde et à faire respecter la discipline. Résultat, que dalle. Ils lui ont tous chié dessus. Deschamps arrive, je crois que lui aussi se dit qu'il est plus fort que tout le monde et qu'il va y arriver parce qu'il s'appelle Didier Deschamps, et aussi parce que comme il y en a 2 qui ont échoué avant, forcément le 3e va faire mieux. Je lui souhaite. Pendant 2 mois, quand il a pris l'équipe de France, il a dit qu'il y aurait un cadre et que personne ne devrait sortir de ce cadre-là. Il a parlé de discipline, il a parlé de bien et de mal. Limite, il nous a fait des cours de philo. Voilà, il a expliqué, quand il a rappelé Samir Nasri, qu'il voulait voir de lui-même, en quelque sorte. Voir de lui-même, mais c'est là qu'on est déjà en faute. Ça veut dire qu'il n'a pas confiance en ce qu'on lui a raconté. En ce qu'on lui a raconté et en ceux qui l'ont précédé. Ça veut dire que déjà qu'il est dans l'optique de « je suis plus fort que les autres, moi je vais y arriver ». Déjà, ça c'est une erreur parce qu'il insulte ses prédécesseurs, à mon sens. Il envoie un mauvais message par rapport au public qui regarde, qui ne voulait plus le voir. Nasri, en plus sportivement en équipe de France, il n'a jamais été essentiel. Donc le retour de Nasri, c'est une mauvaise chose.
je pense que c'est une mauvaise chose dans le message que ça envoie. Je pense que quand on appelle Samir Nasri en équipe de France, si on décide de tout effacer, de faire d'Evra un des piliers, même si là il ne le rappelle plus, mais au début il l'avait appelé. Alors que vous savez qu'à la Fédé, il y a des sondages qui sont faits, qui sont commandés pour savoir quel joueur on a envie de voir ou pas voir et tout ça. Ils savent tout à la Fédé. Tout est clair là-dessus. Tout est clair là-dessus. Qu'est-ce qui a porté Donc il prend un risque. Ouais. Et s'il le prend, c'est un petit peu, ça me fait penser un peu à Mourinho qui sort Casillas de l'équipe. Quand il fait ça, il est obligé de gagner. Pour que le public ne lui en veuille pas. Mourinho n'a pas gagné, le public a rejeté et restera Quand sur on fait un Mourinho. choix fort comme ça, Et derrière, sur Mourinho, ce sera pas un bon passage au Real. La majorité du public en retiendra du négatif, du public madrilène, des vrais. Et ben en équipe de France, tu rappelles ces mecs-là, enfin Nasri en l'occurrence, tu t'appuies sur les anciens, même Ribéry qui se comporte mieux maintenant, qui est quand même un bon joueur européen, qui brille au Bayern, qui va peut-être gagner la Ligue des Champions, tu dois gagner. Si tu gagnes pas, tu prendras toujours le retour de bâton dans la gueule. Mettre un peu de pression sur Nasri alors, peut-être. Quelle est la stratégie de Deschamps là-dessus? La stratégie, c'est il veut voir de lui-même. Il verra. Peut-être que Nasri se comportera bien. Peut-être qu'il est inspiré aussi par l'exemple de Ribéry, justement. Mais quel message on envoie sur l'exemple par rapport aux autres? Les autres jeunes joueurs, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont dire, de toute façon, on peut faire les cons, on sera rappelé. En gros, il n'y a que le terrain qui compte. Alors que le seul message qui est envoyé depuis 2010 par les Français, c'est qu'il n'y a pas que le terrain qui compte. C'est qu'il y a la dignité, c'est qu'il y a le comportement, l'attitude qu'on a, ce qu'on renvoie depuis le terrain. Tout renvoie ça. Et Deschamps continue avec son idée fixe, c'est que c'est le terrain qui va réparer. Mais il devrait le voir que sur le terrain, il n'a pas des bons joueurs. Et il ne gagnera pas la Coupe du Monde 2014. Il est conscient. Je pense qu'il en est conscient. Et il ne va pas gagner la Coupe du Monde 2014. Il prend le risque de tomber sur un mauvais tirage en barrage. On rappelle que la France n'est pas encore qualifiée. S'il se plante en barrage, ça va être violent. Je pense que les 20% vont être en dessous. S'il tombe dans une poule difficile, parce qu'il y en a plusieurs des passages, il y a le barrage. La poule difficile à la Coupe du Monde. En 2010, tout le monde pensait qu'elle était simple, elle n'était pas si simple que ça. Uruguay, Mexique. Et en 2002 aussi. Le 8e de finale, où tu sors de façon anonyme, qu'est-ce qu'il aura apporté de plus? Il prend beaucoup de risques, alors qu'on attendait de lui qu'il réécrive une nouvelle histoire. Il avait en plus l'objectif, pourquoi pas de l'Euro 2016, ça pouvait lui laisser un petit peu de temps pour construire une équipe en France, qui se déroulera en France, on le rappelle. Donc Gilles revient sur Ribéry. Pourquoi Ribéry a une meilleure image en Allemagne qu'en France finalement? Parce qu'en Allemagne, il respecte l'institution Bayern qui s'est toujours super bien comportée. Que quand il part dans l'Allemagne, on a l'impression que c'est pas le même homme. Que quand il joue au Bayern, on a l'impression que c'est pas le même homme. Tout simplement. Et le message qu'on renvoie Ribéry, c'est que, et là j'en reviens au fait que je ne tape pas justement sur les joueurs et finalement je m'intéresse aussi beaucoup à ce que fait l'autorité, à ce que font les institutions. Si un mec comme Evra à Manchester a été capitaine, Ferguson en dit que du bien. Si ce mec-là, quand je lis les interviews d'Evra qui parle de Manchester, mais je dis mais on n'a pas le même quoi. C'est pas le même homme quoi. Quand il en parle, il est respectueux de l'institution, il est génial. J'aime beaucoup ce qu'il dit quoi à ce moment-là. Et Ribéry c'est pareil quand il parle du Bayern. Là je me dis que c'est pas d'eux que vient le problème. C'est la Fédé qui déconne alors, qu'est-ce qui se passe? C'est la Fédé, c'est les clubs, c'est les institutions, c'est l'autorité. Et ces mecs-là en plus parlent de l'autorité en disant que c'est génial. Alors que quand ils parlent de la France, ils disent que c'est le Club Med. Combien d'interviews où on lit le joueur qui disait ah oui, là maintenant on bosse sérieusement. Même Nasri, puisqu'on parle de lui, quand il quitte Marseille, ah ben maintenant je fais de la muscu, ou les installations là sont mieux, ou ceci, cela. Il fait passer l'OM pour un Club Med alors que c'est le plus grand club français. C'est la honte. C'est la honte pour tout le football français. C'est le foot français qui prend une grande claque dans la gueule quand on lit ces interviews-là. Donc là, c'est les dirigeants qui sont coupables, c'est pas eux pour le coup. La vérité du coup, est-ce que c'est en France qu'on travaille mal ou est-ce que le joueur qui est injuste envers son club? Le joueur, s'il sent qu'il peut tirer sur la corde, il fera ce qu'il veut quoi, en France. Il fera ce qu'il veut quoi. C'est lui qui a les clés finalement. Voilà. Ouais. Alors on a une question justement de Steph qui essaie de comprendre un peu l'origine du problème. Il parle de Domenech. Steph, il nous dit quel était le rôle de Domenech dans la dégradation de l'image du foot français. Et est-ce que vous, à titre personnel, ou en tant qu'analyste, ou en tant qu'observateur, vous lui en voulez? Bon, humainement, non. Hein. Humainement, il fait sa vie. Et je lui souhaite que du bien dans sa vie, quoi. Ça n'a pas de problème. En plus, humainement, c'est plutôt quelqu'un de bien, quoi. C'est ce que beaucoup de gens disaient d'ailleurs. Il y avait ce paradoxe. Maintenant, dans le foot, je pense qu'il a été complètement dépassé. Je pense qu'il a complètement pété les plombs.
Il n'avait pas les épaules, c'est ça Je ne sais pas s'il n'avait pas les épaules. Je ne sais pas ce qu'il a voulu envoyer comme message. Il est parti en guerre. Pour lui, c'était une guerre. C'était une guerre contre les médias, une guerre contre l'opinion. Il a une sorte de complexe de supériorité. Il se pense vraiment très très intelligent, capable de manier l'opinion à travers les médias, de dire ça vous le critiquez, mais je vais vous montrer que vous avez tort. Il a, en plus à la Fédé, il a imposé des idées sur le jeu parce qu'il a longtemps formé les entraîneurs. Donc il a fait partie de tous ces entraîneurs qui ont véhiculé toutes les idées presque racialistes sur les joueurs. C'est l'affaire des fameux quotas dont Ouais, on a beaucoup parlé. Sur quand tu es noir, tu cours plus vite et tu sautes plus haut et tu es plus fort physiquement. Dans le foot, ça m'emmerde de le dire. Non, je l'ai dit pendant pendant plein d'années, donc je peux continuer à le dire. Mais je pense qu'il a fait un mal fou au foot français. Mais vraiment, quoi, vraiment. C'est presque un ravage. Est-ce que finalement ça ne joue pas à peu de choses? On rappelle que la France perd en finale de la Coupe du Monde au tir au but. S'il la gagne, est-ce qu'il n'est pas glorifié comme Aimé Jacquet à l'époque Justement, je pense que ça aurait été un vrai drame. On aurait perdu encore plus de temps. Ça aurait été une grande supercherie de l'histoire. Ouais. Non pas que la France gagne la Coupe du Monde, parce que pour Zidane ça aurait été génial, mais que lui soit à la tête de cette équipe-là, quoi. Ça aurait été terrible, parce que de toute façon l'histoire nous dit bien à quel point il n'était pas complètement responsable des bons résultats en 2006, quoi, avec à un moment les joueurs... c'est plus finalement le charisme de Zidane prennent les choses en main, quoi, les Thuram, Makelele, tout ça. Ouais. Ouais, si la France gagne la Coupe du Monde, il est glorifié, quoi. Ouais, je pense que l'histoire ne s'est pas trompée. Le destin en a voulu. Une sorte de justice immanente. Parce que Materazzi est le sauveur de l'équipe de France. Quelque part, c'est beau ça. J'ai toujours pensé que oui. Materazzi a sauvé l'équipe de France. Mais cette scène, là, le coup de boule, Materazzi, ça peut avoir un truc mythique. C'est vrai, un truc. À l'époque, c'est vrai qu'on n'a pas. Exactement. Il y a eu peu de critiques finalement sur Zidane à ce moment-là. Ça, c'est un autre des vrais drames. Vous en parlez d'ailleurs dans votre livre. Bien sûr, le message qui est renvoyé, il est affreux. C'est que c'est les codes de la rue s'imposent dans le football, quoi. Chirac, mais c'est encore une faute politique. C'est pas la faute de Zidane. Zidane pète un plomb, mais ça lui était arrivé déjà. Bon, finale de Coupe du Monde, c'est sûr que c'est un peu plus grave. Mais ça lui était déjà arrivé. C'est un joueur qui avait pris beaucoup de cartons rouges. Mais que le président de la République, à ce moment-là, l'excuse complètement, que derrière, on en fasse des chansons, que le geste soit glorifié. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ce que c'est? Vous vous rendez compte du message que vous envoyez? Les formateurs ont été totalement désarmés derrière. On en a même fait un geste antiraciste, parce qu'on a dit que Materazzi avait proféré une insulte raciste, alors que c'était archi faux, quoi. C'était faux. C'est dingue. On a même construit une statue et on l'a mis sur la... Mais ça, à la limite, le côté artistique, l'art fait ce qu'il veut, détourne la réalité, et ça me dérange pas. Mais que derrière... Et me dites pas que les chansons étaient artistiques. Que les chansons derrière pouvaient être assimilées à de l'art, mais c'est dingue ce qui a été fait avec ce geste. Mais encore, ça a été de la récupération. Finalement, il n'a pas eu besoin de s'excuser parce qu'il était déjà excusé de par son statut. Exactement, mais j'aurais quand même bien aimé qu'il s'excuse. Je trouve que c'est grave parce que finalement, c'est un peu la loi de la jungle qui est validée, quoi. Genre, tu m'insultes, je te fous un coup de boule. C'est quand même grave, quoi. On va passer à l'actualité un petit peu plus récente sur les supporters. On a quelques réactions sur les supporters. José vous dit... Si je cache le sponsor, j'ai le droit de boire un peu d'eau. Allez-y. J'en profite pour poser la question de José qui vous dit, vous parlez peu des supporters dans votre livre. C'est pourtant un gros problème dans le football français, non? Qu'en pensez-vous? Les supporters. Est-ce que les supporters sont pas la violence des supporters finalement? Est-ce que les supporters, leur violence, sont pas à l'image de celle des joueurs? C'était pas le sujet. En revanche, tout ce qui m'a intéressé dans le livre et toute ma réflexion tourne autour de la perception du public, quelque part du supporter. Après, le comportement du supporter dans le stade, si c'est ça à quoi est-ce que ça peut avoir une influence, référence, en fait, la violence et tout, non, mais ça c'était pas le sujet, donc ça m'intéressait pas. En revanche, la perception qu'a le public de ce qui se passe sur le terrain, du comportement des joueurs et tout, ça c'est ce qui a guidé mon enquête, puisque je me suis mis à la place du public et de... Nous, on fait une émission sur RMC où on est en permanence en contact avec le public, donc on a les retours de ce que pensent les gens. On a moi, j'anime un blog depuis plusieurs années maintenant, donc je vois bien ce qui est dit, je lis ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Et vous savez, finalement, cette montée presque du communautarisme, de l'analyse par la couleur, qui, je trouve, est le drame le plus profond, quoi, finalement. Moi, je le sentais simplement à RMC depuis 2008. Je critique Benzema, je critique Nasri. Je suis facho parce que j'aime pas les rebeux.
Enfin, tout est dit quand on me dit ça, quoi. Moi, à chaque fois, au début, à la fin, j'ai compris. À la fin, j'ai compris, mais au début, j'étais totalement désarmé, quoi. Je dis, putain, merde, pourquoi ils disent ça? Pourquoi je me prends autant de trucs dans la gueule? Et je vais même vous dire à quel point c'était plus grave en France qu'ailleurs, c'est que la France était presque devenue le premier pays qui soutenait Balotelli. Parce qu'on disait que si on le critiquait, c'est qu'on était raciste. Alors que moi, perso, quand je le critique, c'est juste parce qu'il est con. Hein. Je me fous complètement de la couleur de sa peau à Balotelli, mais vraiment. Et la plupart des gens en Italie aussi. Hein. Alors qu'en Italie, il y a des racistes, ça c'est vrai. Hein. Notamment tous ceux qui votent Ligue du Nord, là mais ça existe aussi en France, hein. Le FN fait 20% en France. Hein. Je voudrais quand même le rappeler à ceux qui pensent que c'est mieux ailleurs bref. Voilà, moi je me fous de savoir la religion, la couleur, mais je veux pas en revanche, je veux pas qu'on me dise que si je le critique, c'est en raison de ça. Et que les mecs qui le défendent, parce que beaucoup de gens, et d'ailleurs ça m'a valu beaucoup d'altercations, de prises de bec avec des auditeurs qu'appelaient, c'est que le mec le défendait, et je lui disais, mais si toi tu me reproches ça, toi t'es juste en train de le défendre parce que tu t'appelles Rachid? Est-ce que tu sens pas que c'est grave ta façon de défendre Ben Arfa uniquement pour ça? Parce qu'il est de la même origine que toi, parce qu'il est d'origine tunisienne comme toi? Mais tu te rends compte à quel point bah voilà. Et là, tu mesurais que je mesurais facilement que le communautarisme, enfin bon, il grandit pas que depuis qu'on fait l'after, hein, mais était présent dans la société française. En même temps, je découvre pas l'Amérique. Hein, est-ce que vous ne pensez pas quand même que justement, s'il y a un réflexe comme ça de prendre la défense de ces stars, des footballeurs qui viennent un peu du ghetto, qui ont des milieux très difficiles, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est du registre de on les défend parce que c'est des gens qui sont marginalisés et qui, comme ils ont du succès, il ne faut pas y toucher. C'est des symboles. C'est des gens qui ont réussi. Ah, ça c'est autre chose. Le fait que ce soit des symboles, le côté icône nationale qu'on ne touche pas. Ouais. Mais ce que vous disiez en premier, en revanche, c'est vrai. Ouais, c'est les mecs qu'on défend parce qu'ils viennent, ils parlent comme nous, ils sont comme nous, quoi. Et ça pour moi, c'est le début des problèmes dans une société, quoi. C'est quand chacun se replie sur lui-même et quand plus personne se parle. Ça, pour moi, c'est aussi ça que je dénonce dans le bouquin. Que d'abord, je montre, et toutes les questions que je pose, elles sont autour de ça, quoi. Et je trouve que ces derniers temps, on veut un peu trop enfermer le livre dans une vision politique qu'il n'a absolument pas. D'ailleurs, c'est même ce que m'ont reproché certaines personnes. Finalement, tu ne développes pas une vraie thèse, on ne sait pas trop ce que tu penses toi. Ouais. Et alors, je m'en fous. Puisque moi-même, je ne suis pas vraiment sûr de savoir ce que je pense par rapport à tout ça. Puisque j'en suis à me poser plein de questions. Et je trouve que justement, on devrait s'en poser et ne pas s'enfermer dans des chapelles politiques pour s'en poser. Et ce que je vois encore, dans vos questions, c'est que c'est des gens qui vont avoir des prénoms à consonance maghrébine qui vont se demander pourquoi je parle de l'islam. On est encore dans ce truc-là quand même. On est encore dans ce truc-là. On va peut-être avancer sur pas mal de questions aussi sur le championnat français, la Ligue 1, dont une question de Mario. Effectivement, une question de Mario qui nous parle du portrait type que vous dressez du joueur de Ligue 1 dans votre livre. Alors, est-ce que vous pouvez en dire plus là-dessus, aux éditeurs? C'est les codes en fait que beaucoup de joueurs de Ligue 1 ont en commun. C'est différent hein, parce qu'il y a les mecs qui jouent dans les grands clubs, genre Paris-Marseille, où il y a une grosse notoriété, on les voit plus à la télé. Donc c'est vrai que je trouve que c'est assez drôle parce que c'est de l'ordre du cliché, quoi. Là, pour le coup, si on me reprochait d'être très cliché, je l'assumerais à 100% parce qu'on est à fond dans une caricature. Ouais. Par exemple, ils partent tous en vacances à Miami À Miami, vous y allez au mois de juin, vous prenez un ballon, vous faites un match de Ligue 1. Voilà, c'est ça. C'est une destination là, qui est très prisée maintenant. Pendant longtemps, il y avait différentes... Il y avait les joueurs qui avaient de l'argent qui allaient à Miami, les plus gros salaires. Aujourd'hui, c'est tout ça. On trouve même des joueurs de Ligue 2 qui vont à Miami. D'ailleurs, ça leur coûte très cher. Ils ont de là, parce que les salaires en Ligue 2 ne sont pas aussi élevés qu'en Ligue 1. Parce que la moyenne en Ligue 1, c'est 50 000 euros, grosso modo. Donc, il y a un peu des paliers, quoi, en dessous de 50 000 euros, en dessous de 100 000 euros. Bon, alors, c'est les marques, quoi. C'est les marques. Vuitton, c'est la marque phare. La trousse de toilette Vuitton, si on ne l'a pas dans le vestiaire, on n'est pas en place. Les plaquettes Dolce & Gabbana sont vachement importantes. Je décris là où on habite. L'habitat n'est pas quelque chose qui soucie le joueur en premier lieu, sauf quand il commence à avoir un très gros salaire, ça va au-delà de 100 000 euros par mois. Après, je parle des nanas.
C'est un sujet majeur pour eux. Hein. Le rapport aux femmes, c'est majeur. Et puis beaucoup, comme ils ont eu des problèmes à en avoir dans leur milieu d'origine et qu'ils avaient un rapport compliqué aux femmes, là maintenant, ils se défoulent, quoi. Ils en profitent, quoi, parce que et là-dessus, ils sont pas dupes. Là-dessus, ils sont pas dupes. Ils savent que la notoriété leur apporte beaucoup de ce côté-là. Et ça, quelque part, j'ai beaucoup d'indulgence moi par rapport à ça. Moi, je les comprends là-dessus. On peut difficilement reprocher à un mec qui a jamais vu la couleur de l'argent de le claquer quand il l'a, quoi. Après, est-ce que c'est pas moi j'ai du mal à me moquer d'Aubameyang avec sa voiture verte pomme, machin. Enfin, si, je m'en moque, mais on est obligé de comprendre pourquoi le mec affiche autant le blé, les bagouses et tout. Est-ce que c'est pas ça aussi que les supporters supportent plus? C'est évidemment, évidemment. Pourquoi à Rennes de Saint-Cernin, quand il revient à la tête du club en août dernier, d'un coup il parle de montrez-moi les marques, montrez-moi ceci, parce que il va y avoir une cassure entre le public et le joueur. Surtout en ce moment en période de crise, quoi. On n'a plus envie de voir, de signes extérieurs de richesse, et en plus là de nouvelles richesses. Ce sont des nouveaux riches, les footeux. Donc évidemment que c'est un problème, et c'est ce que je raconte aussi, parce que moi, je répète, c'est la perception du public qui m'a intéressé dans ce livre. Donc évidemment, le public, il est sans le public, il n'y a pas de football. On peut aussi le répéter, on peut le rappeler. Exactement, et les présidents sont inquiets de ça. Et c'est un petit peu le parallèle que je fais avec la NBA, c'est qu'à un moment, les responsables de la NBA se sont dit, le public qui vient nous voir, celui qui va dépenser dans nos stades, donc c'est une logique économique, là on entre dans une réflexion économique, c'est middle class, où maintenant le public a encore changé, on a même des gens qui ont de l'argent qui vont voir au foot. Et s'ils veulent consommer et ne pas être détournés du foot, sur le terrain, ils n'ont pas envie de voir des sales mecs qui se comportent mal, qui ne savent pas dire bonjour, pas répondre à une interview, parler en disant des voilà quoi, toutes les phrases. Ça emmerde le public. Cette image-là, les présidents du foot ne la veulent plus. Donc ils essayent de changer ça. Et en NBA, ils l'ont fait. Ça a été un vrai problème. Les joueurs ont conscience de ça? Est-ce que la Fédé en parle aux joueurs? Est-ce que les présidents les clubs en parlent. Et quand le message ne passe pas, on en arrive aux extrémités que je décris dans mon dernier chapitre, qui est en gros le chapitre des solutions, mais qui sont des solutions extrêmes, qui là pour le coup peuvent inquiéter. C'est que certains présidents en sont à faire des quotas, à regarder l'origine sociale des mecs, à faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de mecs de banlieue dans l'équipe, parce que ça va être des mecs qui vont parler d'une certaine façon, qui vont avoir une certaine attitude, et qu'ils ont peur de la rupture que ça peut occasionner avec le public, donc du lien et du rapport économique qui pourrait être brisé. C'est important de raconter aussi que tout ça, il y a énormément d'économie derrière tout ça. Alors on pourrait en parler pendant des heures, malheureusement le chat touche à sa fin. On va finir peut-être sur finalement l'avenir. Alors qu'est-ce qu'il vous demande? C'est John qui vous demande, est-ce que vous êtes optimiste finalement pour la suite, pour l'avenir du football français? Est-ce que par exemple l'Euro 2016 qui arrive en France, organisé par la France, va permettre d'apporter une dynamique au football français? Si c'est pour les résultats, le PSG, Monaco qui a de l'argent, ça va permettre de ramener des stars. Mais le problème, c'est qu'on va s'apercevoir que ce n'est pas des stars françaises. Le PSG n'est plus une équipe française. Monaco, il aurait pu y avoir beaucoup de Français dedans. Le problème, c'est que si on pousse l'exigence de plus en plus haut, il ne va pas y avoir beaucoup de joueurs français parce qu'ils ne répondent pas aux attentes. Donc, il va falloir que la formation s'adapte. Et dans les clubs aujourd'hui, c'est vrai que les centres de formation font de plus en plus attention à l'éducation, à l'attitude, au comportement. Donc, j'ai envie de croire que petit à petit, les comportements vont s'améliorer. Parce qu'il y a eu une prise de conscience après le choc de 2010 et qu'on cherche vraiment à améliorer tout ça. Donc peut-être qu'à échéance de 5-10 ans, les comportements s'améliorent. On est de plus en plus de mecs dont le public sera fier, quoi. On a une question que je prends, une question de Jeannot, parce qu'elle est aussi dans le chapitre des solutions et c'est très très abordé dans les questions. On a beaucoup de questions autour de l'argent qui rend les joueurs un petit peu fous. Est-ce qu'il ne faudrait pas limiter les salaires des joueurs? Est-ce qu'il ne faut pas trouver des solutions là-dessus sur limiter la rémunération des joueurs pour changer leur comportement? Est-ce que c'est pas ça la solution? Ça ne fera pas changer le comportement que vous gagnez. De toute façon, ça reste beaucoup d'argent, 100 000 ou 200 000. Est-ce qu'on peut le faire déjà? Est-ce qu'en termes de législatif, on a le droit? Non, parce que la NBA le fait, mais c'est un championnat unique. Nous, après, au niveau européen, ça va être un souci. Si on le fait au niveau de la France, tout le monde va se barrer. Au niveau européen, ça tiendra jamais le coup. Il y aura forcément des gens qui vont aller
procéder à des recours devant les institutions européennes et ça tombera. Oui, mais Donc d'accord. ça pourra pas marcher. Déjà là, j'entends parler d'un avocat qui veut casser le fair play européen devant les institutions européennes et ses arguments se tiennent. Et le foot comme une exception culturelle, ça tiendrait, ce serait beau. Mais le problème, c'est qu'après, si quelqu'un veut contester ces règles-là, il obtiendra toujours gain de cause. Argument contre argument, ensuite. Voilà. Défendre Non, parce que le foot n'a pas à sortir, c'était ça l'arrêt Bosman. C'était que le foot se pensait en dehors du droit et du droit communautaire, et finalement il a été ramené dans les règles communautaires. Et donc pour ce qui est de limiter les salaires, je pense que l'issue sera la même, quoi. Et puis de toute façon, je ne pense pas que ce soit réellement ça le problème, parce qu'en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne, les salaires sont tout aussi élevés qu'en France. Et les mecs, quand ils vont jouer en équipe de France, se comportent mieux que ceux qui vont chez nous en équipe de France, quoi. Et ils respectent plus les institutions en club également. Même s'il y a des problèmes aussi à l'étranger, hein, il y en a des histoires. Mais les institutions sont plus fortes, notamment au niveau des clubs. Et arrivent à mieux canaliser les joueurs. Ouais. Mais je pense que ça passe par là. Hein. Ça passe de toute façon par l'autorité, par la hiérarchie, la verticalité des décisions, et que le joueur ne prenne pas en otage le club par le salaire qu'il touche, par la valeur marchande qu'il a sur le marché des transferts. C'est au club de gérer, hein. C'est les clubs qui gèrent, c'est la direction, c'est les dirigeants qui gèrent le club. Alors on va prendre une dernière question, qui est un peu plus personnelle. Laurent vous dit « J'aime beaucoup vos interventions sur RMC dans l'after-foot. Quand est-ce que l'on vous voit à la télé? Est-ce que vous avez des propositions? Est-ce que vous en avez envie déjà ?» Ni envie ni pas envie. Moi, je suis vachement bien à RMC. C'est la seule radio et la seule émission qui me permet déjà autant de liberté. Ouais. Dire ce qu'on a réussi à faire en tant d'années, c'est magique, quoi. Je ne remercierai jamais assez ceux qui m'ont permis de le faire. Maintenant... Qu'est-ce qui se fait franchement, je ne me pose pas la question. Ouais. Quoi. La télé, si on me propose, je regarde. Après, il faut que je... c'est la liberté d'expression. Que j'y aille pas pour rien faire, quoi, sinon c'est pas drôle. Si c'est juste pour montrer ma gueule, je m'en fous. Mais je cours pas après. J'avais eu des contacts il y a 2 ans avec Téléfoot. Et une des premières questions qu'ils m'avaient demandé, c'est est-ce que j'étais fâché avec des mecs du milieu du foot. Je dis, franchement, ça commence mal. Si on commence déjà par me demander qu'il ne faut pas se fâcher ou qu'il faut faire attention avec qui je vais être fâché, finalement, on a été même allé au-delà de ça. Parce que finalement, je ne suis pas fâché avec autant de monde que ça. Et puis, ils avaient changé d'avis parce que finalement, ils s'étaient dit que c'était peut-être trop dangereux. J'en sais rien en quoi ça peut être dangereux. TF1 diffuseur des matchs de l'équipe de France. Un contrat avec l'équipe de France qui finalement... À un autre moment... Je sais qu'il s'était posé la question sur M6, là, au moment où il y avait 100% foot, mais le directeur de l'information ne voulait pas qu'on tape trop sur Domenech. Parce qu'il y avait peut-être aussi sa femme qui présentait l'émission à l'époque, non? C'était pas lié à ça? Je sais plus. Donc résultat... Non, mais moi, si on me demande, j'étudierai la proposition, c'est tout. Un peu polémique, comme les joueurs de foot, hein. On pose un contrat, j'étudie la proposition. On a une question de Guilux qui essaie d'intellectualiser un petit peu la question. Est-ce que les médias... qui n'est pas vraiment abordé dans le livre, dit-il, est-ce que la question des médias n'est pas une question essentielle? Est-ce que le rôle des médias n'a pas quelque chose à voir avec ce système qui fait dérailler les joueurs ou l'autorité? Est-ce que... Je me suis demandé, on m'a reproché ça, de ne pas m'être intéressé au rôle des médias. Je crois que c'est un article dans les cahiers du foot. C'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai parce que quand je dis justement que certains médias soit glorifient, soit disent un coup que le joueur est exemplaire, soit un autre coup qu'il ne faut pas trop leur taper dessus parce qu'ils ne doivent pas être exemplaires. Ce qui est le cas de SoFoot et des cahiers du foot, qui sont les plus grands donneurs de leçons dans les médias de foot. Hein. C'est eux qui tapent le plus sur tous les autres médias et qui imposent une vision, eux, qui est carrément politique dans l'approche du foot. Où je leur reproche pas, à la limite ils font ce qu'ils veulent et moi j'entretiens de bons rapports avec eux, sauf qu'il faut qu'ils s'assument, c'est une ligne éditoriale, mais sauf qu'il faut l'assumer, il faut qu'ils assument, les cahiers du foot qui disent nous on est communistes et on voit les choses de cette façon, nous à SoFoot on voit les choses et on voit la société de cette façon, sauf qu'il faut l'assumer, il ne faut pas se cacher, il faut dire qu'on a une vision politique, nous on n'en a pas par exemple. Non, on n'en a pas. Donc après, qu'ils nous reprochent de ne pas en avoir, bon, peut-être, mais moi, j'ai pas envie d'avoir une vision du foot de cette façon. Donc déjà, dans les médias, si, parce que je les critique eux. Donc déjà, dans l'approche qu'ils ont eue,
dans les histoires qu'ils nous ont racontées, dans la façon qu'ils ont de nous dire d'abord au moment de leur création que le foot est un fait social, donc quelque chose qui est parfaitement intégré à la société, et si on considère cet état de fait, derrière le joueur, ça veut dire qu'il a un rôle social, ça veut dire qu'il est intégré à la société, et que finalement quelque part il sert d'exemple, et que dès qu'ils déconnent, eux ils nous disent si vous les critiquez, c'est que vous êtes des racistes, parce que c'est ce qu'ils disent, les cahiers SoFoot, c'est ce qu'ils disent. En gros, si vous les critiquez, quand SoFoot fait sa une avec Mvila, une bonne tête de coupable, ça veut dire qu'on le critique parce qu'il a une tête, parce qu'il est black, parce qu'il est noir. Donc déjà, eux, ils introduisent cette vision-là. Donc ça, je le critique, donc je parle des médias et de leur vision à eux. C'est faux de dire que je ne parle pas des médias parce que je dis, par exemple, que Téléfoot et Surface sont essentiels quant à la compréhension, même si moi je peux avoir du mal avec ce qu'ils font, mais en tout cas ils sont essentiels dans la compréhension de ce qu'est un joueur de foot aujourd'hui, parce que c'est dans ces médias-là qu'on voit réellement comment parle le joueur de foot. Quand Téléfoot fait son jeu au mois de septembre de l'année dernière, le quiz de culture générale sur les joueurs de foot, mais est-ce qu'ils se rendent compte à quel point ils fracassent les joueurs de foot bien plus que nous en 2 ans d'after? Ils les fracassent complètement, quoi. On rappelle que Téléfoot avait montré la photo du Premier ministre. Ils ne savaient pas qui c'était. Les joueurs ne savaient pas. Donc c'est pas vrai. Alors donc l'article des cahiers du foot qui dit que je ne parle pas des médias et de leurs responsabilités est archi faux, parce que finalement j'en parle beaucoup plus qu'ils le pensent, sauf que je ne fais pas un chapitre dessus. J'en parle à plein d'endroits différents. Et quand je dis qu'en 98, le Figaro ou tel journal ou tel éditorialiste nous survend la France Black Blamber, si, c'est les médias qui ont raconté ça. Alors oui, peut-être que je ne fais pas d'allusion à la une de l'équipe sur Domenech, là, Nelka, je me souviens plus, c'est va te faire enculer, je ne sais plus quoi, c'est le fils de pute, voilà. Ouais. Je vais pas faire référence à ça, c'est tout, quoi. Mais pour le reste, je parle quand même pas mal du rôle des médias également, quoi, dans la perception qu'en a le public et dans les contradictions. Dans les contradictions auxquelles je renvoie chacun. Pareil, l'émission d'Ardisson que je racontais tout à l'heure, c'est une émission médiatique, quoi, où on parle où on fait tous les amalgames possibles et imaginables dans cette émission ce soir-là, quoi. Donc c'est pas vrai, j'en parle. Ce sera le mot de la fin. Merci Daniel Riolo d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci de m'avoir invité. Elles étaient beaucoup plus nombreuses, alors on s'excuse auprès de vous tous, internautes, de ne pas avoir répondu à toutes. Pour aller plus loin, bien sûr, le livre de Daniel Riolo, Racaille Football Club, qui est toujours en librairie. Oui, il vient de sortir. Voilà. L'édition, j'espère qu'il va y être longtemps. Ego et compagnie. Voilà. Ego et compagnie. Il est sorti le 7 mai, on est le 26, 24. Voilà. On va le trouver encore. Voilà. Oh oui, c'est une très très bonne lecture. Je fais bien la promo quand même. Il est bon. Merci à tous et à bientôt sur l'internaute.com.